Christian, d'abord, tu as eu une bonne nouvelle hier concernant ta santé. Oui, Alors, effectivement. Donc, si les gens se posent la question, ben, j'ai été diagnostiqué en 2020 d'un cancer colorectal de stade 3, qui est même un stade assez avancé. quand Et même. donc, éventuellement, donc, il y a eu la chirurgie et tout le reste. Et là, ben, tous les 6 mois, il y a un suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de récidive. Et effectivement, hier, c'était la journée bilan cancer et tout est parfait, pas de C'est super. récidive. Donc, on se Bonne croise les nouvelle. doigts avec un prochain rendez-vous dans 6 mois, mais pour l'instant, les choses vont très, très bien. Puis Bon, je ben, me tant sens mieux en parce très bonne que on a besoin de notre Christian pour forme. 100 ans encore. Ben, je crois pas que ça va durer aussi longtemps, mais enfin. Effectivement. Christian, j'avais hâte de repartager avec toi parce que là, j'ai vraiment des bons feedbacks, des bonnes critiques. Il y a des gens qui apprécient beaucoup OK. nos échanges, en fait, de ce qu'on fait. Et puis, ben, tant mieux, parce qu'il y a des sujets qui me passionnent beaucoup. J'aime ça Mhm. les partager avec toi, dont des sujets qui me passionnent autant au niveau humain que, je dirais, des grands événements comme les disparitions. Ouais. On parle de disparitions ici d'avions. Mhm. Euh, Éventuellement, on parlera des disparitions de bateaux. Ouais. Ça aussi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais au niveau des avions, le plus Parce que là, récent qu'on... Ouais, excuse-moi de vas-y. te couper, mais c'est sûr que quand on tombe dans les disparitions d'avions, disparitions de bateaux, disparitions de personnes, par exemple, Mhm. on est dans l'énigme historique. Elle peut devenir éventuellement policière ou judiciaire, mais Effectivement. lorsque l'on parle de disparition, on parle d'événements historiques. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les énigmes historiques, à quelques reprises, on a abordé la question ensemble, Ouais. c'est on a une matière qui est bien réelle. On n'est pas essentiellement dans de la spéculation comme quelqu'un qui... Exact. Puis là, on ne discrédite pas les témoignages. On ne dit pas que les gens qui disent avoir vu Mm. des ovnis ou des fantômes, c'est faux. Ouais. Mais ce qu'on se dit, c'est que pour un enquêteur, on n'a pas beaucoup de prise. On n'a que le témoignage de la personne qui dit j'ai vu un ovni ou j'ai vu un fantôme. Effectivement. Alors que dans les cas de disparition, qui sont des événements à caractère historique, comme n'importe quel autre événement historique, Mhm. on a une Mhm. matière première, on a de la documentation. L'événement, c'est bien, bel et bien produit. Maintenant, c'est la porte ouverte au scénario, aux spéculations, allant du plus vraisemblable au moins vraisemblable. Mais tant Effectivement. et aussi longtemps qu'on n'a pas une solution finale, toutes les portes sont ouvertes et toutes les Mm. avenues doivent être explorées. Ouais, effectivement. Ben d'ailleurs, justement, parlant d'avion, on va commencer par le plus récent, parce que justement, tu parlais de spéculation, de théories du complot aussi, parce qu'il y Ouais. en a eu tellement dans le vol MH370. C'est quand même hallucinant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été. J'ai vu des reportages sur des chaînes françaises et tout. C'est quand même fou cette histoire-là. C'est Ouais. complètement dingue. Je pense dans l'histoire moderne là, c'est quelque Ben, chose c'est qu'on n'a jamais effectivement, entendu parler et c'est aussi peut-être folle. pour, ouais, et c'est peut-être aussi pourquoi cette histoire-là nous étonne tellement, parce qu'on est vraiment à l'ère moderne, hein. Il faut se rappeler là, Ouais, les conditions du vol. On est le ouais, 8 mars 2014. On a un avion, on a un Boeing 777 que j'ai ici, là, un Boeing de la Malaysia Airlines. L'appareil décolle, il est à peu près minuit 40, minuit 41. Il décolle et aux alentours là, de minuit, de 1h20 à peu près, là, 1h19. Au moment où l'appareil, parce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de trafic aérien, les avions, lorsqu'ils changent de territoire ou de pays, ouais, passent sous le contrôle aérien du pays ouais, visité, hein, ou ouais, pays ouais. survolé. Donc, dans le cas présent, il est 1h19. L'appareil va passer sous le contrôle. Il a quitté la Malaisie. Il fait un envolé, là, la liaison est de Kuala Lumpur vers Pékin. Et à 1h19, donc au moment où l'appareil va passer sous le contrôle de l'espace aérien vietnamien, le commandant de bord, il y a un échange entre la tour de contrôle et le Mm. commandant de bord, le commandant Shah. Et à ce moment-là, on dit, bon, vol Malaysia Airlines 370, elle est passée sous contrôle vietnamien. Ouais, À ce moment-là, le commandant dit, Malaysia Airlines, merci, bonne nuit. Et c'est le dernier message. Il est à ce moment-là 1h19 du matin. Et à 1h21, donc 2 minutes plus tard, l'appareil disparaît des écrans Mm. radars. Ouais,
Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on comprend que les contrôleurs aériens de la Malaisie n'ont pas été très préoccupés. Pour eux, l'avion n'était plus sous le contrôle aérien de leur territoire, tu comprends? Donc, évidemment, ils le voient disparaître des écrans, mais on ne porte pas très attention à ça. On suppose qu'il est sous Ouais, contrôle c'est aérien ça, du Vietnam. effectivement, qui est passé, ouais. Il faut quand même le dire, les autorités de la Malaisie ont été excessivement laxistes, hein, parce que dans le contrôle aérien, si tu vois un appareil qui disparaît de ton écran Ouais. radar, même s'il n'est pas sous ton contrôle aérien, il y a déjà quelque chose qui doit se questionner. Et ensuite, le fait que le vol demeure silencieux, on aurait dû entendre à ce moment-là la tour de contrôle du Vietnam communiquer avec la Malaisie et dire, ben, coudonc, il est passé où votre vol, le Ouais. 370? Ce Ben, qui ne se j'imagine qu'il fait pas. y a un protocole à suivre. Voilà, il y a un protocole à suivre et ce protocole-là, il va être suivi ce soir-là, mais sur une très longue période de temps. Ah ouais. En temps général, si un incident s'était produit au-dessus des États-Unis ou de la France, par exemple, tout ce processus, hein, le processus de l'inquiétude qui passe au questionnement vers le Mhm. déclenchement de la situation d'urgence, c'est un processus qui peut s'échelonner sur quelques minutes, allant jusqu'à 1 heure à peu près. Mais ça, après 1 heure, là, tu n'as pas trouvé, Ouais. il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et à ce moment-là, on va déclencher des mesures d'alerte. Dans le cas de l'avion du MH370, ben, il va falloir à peu près 8 heures avant qu'on se décide à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Donc là, même, c'est sûr qu'on c'est est très, beaucoup. très laxiste, absolument. Donc l'appareil disparaît des écrans radars et là, au lendemain, on apprend que l'appareil n'est pas arrivé, bien sûr, à destination, on s'inquiète. Le dernier contact radar qu'on a de l'appareil, c'est au-dessus de la Malaisie, au moment où il quitte la Malaisie pour entrer dans le territoire du Vietnam. On est au-dessus de la mer méridionale de Chine. Comme c'est le dernier contact radar que l'on a, on va immédiatement envoyer des équipes de recherche à cet endroit-là de la mer. Mais on ne trouve aucun débris et pendant que ces recherches-là sont menées, on apprend les militaires les militaires de la Malaisie, eux vont contacter l'aviation civile parce que là, on entre un peu dans le politique, là, mais il faut savoir que Ouais. l'aviation, c'est l'aviation civile. L'aviation militaire de la Malaisie vont contacter l'aviation civile pour dire, nous, là, votre avion, là, on l'a visiblement sur nos radars. Et là, il faut quand même prendre 30 secondes pour spécifier que dans le domaine du radar, il y a Mhm. 2 types de radars. Il y a les radars primaires et les radars secondaires. Les radars primaires ont marqué les beaux jours de l'aviation, mais au fur et à Ouais. mesure où il y avait de plus en plus d'objets qui volaient, on s'est dit, bon, le radar primaire, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une onde. Cette onde-là Ouais. est réfléchie sur un objet. Il est ramené au radar. Ouais. Il nous OK, dit, ouais. voilà, cet objet-là, il se trouve à cet endroit. Il y a quand même des lacunes parce qu'on ne sait pas à quelle altitude se trouve exactement l'objet. Les informations relatives à l'écho reçu restent généralement floues. Mais éventuellement, avec l'amélioration de la technologie, on est passé à ce qu'on appelle le radar secondaire. Le radar secondaire, et c'est celui qu'utilisent tous les aéroports aujourd'hui dans le monde, le radar secondaire, il repose sur une transmission qui vient de l'avion. Si je reprends mon avion de la Malaysia Airlines ici, dans la queue de l'appareil se trouve un appareil qui s'appelle le transpondeur. OK. Lui, le transpondeur, il envoie continuellement un signal à la tour de contrôle et il dit à la tour de contrôle, je suis le vol OK, MH370, ouais. je vole à telle altitude, je me déplace à telle vitesse et je OK. suis tel ou tel corridor aérien. Donc, ces informations-là, télémétriques, sont envoyées à la tour de contrôle qui, elle, le reçoit sur des capteurs et c'est retransmis de façon générale sur l'écran radar. Donc, quand le contrôleur regarde l'écran Ouais. radar, il ne voit pas physiquement l'avion, mais il voit les transmissions des transpondeurs OK, qui sont OK, placés ouais. sur son écran. OK. Donc, visiblement, quelque part aux alentours de 1h20, 1h21, quelqu'un a coupé le transpondeur du vol MH370. Donc, à ce moment-là, il n'apparaît plus sur les aéroports, sur les écrans des radars des aéroports. Mais il est quand même présent dans le ciel quelque part. Et c'est là qu'intervient le radar primaire. Dans le cas des militaires, eux, ils utilisent les 2 types de radars parce qu'ils veulent savoir Ouais. quels sont les avions qui circulent au-dessus de leur Évidemment. base militaire dans le ciel. Question de défense, là, puis Question de défense, mais ils utilisent également des radars primaires parce que tu as bien compris que si on voulait faire une attaque, imaginons par exemple ouais. les Chinois qui voudraient attaquer les États-Unis, ben, ils Ouais. n'enverront pas des bombardiers avec des transpondeurs à l'intérieur. Évidemment. Donc, on va s'assurer que les Évidemment.
transpondeurs sont désactivés. Donc, c'est l'utilité pourquoi les militaires utilisent deux types de radars. Et quand ils regardent sur leurs écrans radars, eux, les militaires, ils voient effectivement qu'à 1h21, le MH370 a disparu de l'écran. Mais s'ils transposent cet écran-là sur un écran de radar primaire, l'avion est toujours là. Il n'a pas explosé, il n'est pas disparu, il est toujours là. S'il n'était pas là, on aurait pu considérer qu'il avait explosé en vol, mais il est toujours là. Et à partir de l'écho qu'il renvoie, on peut suivre sa trajectoire. Et là, on arrive à une conclusion qui est tout à fait aberrante. Immédiatement après la coupure du transpondeur, l'avion a changé de trajectoire. Il est repassé au-dessus de la Malaisie et s'est dirigé vers le détroit de Malacca, qui sépare la Malaisie de l'océan Indien. Il est remonté un peu vers le nord et à la sortie du détroit de Malacca, il a fait un virage complet pour retourner au-dessus de l'océan Indien, où éventuellement les radars ont perdu sa trace. Donc, il disparaît officiellement des écrans radars, primaires et secondaires, quelque part en milieu de nuit, là, dans la nuit dans cette fameuse nuit on est le 8 mars, c'est ça, le 8 mars 2014. Donc, il disparaît. Et à ce moment-là, on se dit, il a visiblement disparu au-dessus de l'océan Indien. Il avait peut-être une autre destination en tête, peu importe qui a pris le contrôle de l'avion, parce que ces manœuvres montrent bien que ce sont des manœuvres volontaires. Il y a quelqu'un qui a coupé le transpondeur de l'avion. Il y a quelqu'un qui a pris les commandes de l'avion, qui l'a fait tourner. C'est pas le pilotage automatique qui fait ça. Il y a une volonté derrière ces manœuvres. Et quelque part, est-ce que ce pilote-là a maîtrisé l'équipage original de l'appareil pour prendre le contrôle de l'avion, ce qui serait un détournement d'avion, vers une autre destination? On l'ignore. On sait qu'il n'y a pas eu de communication radio, rien du tout. Donc, on sait que les dernières transmissions radar situent l'avion quelque part au-dessus de l'océan Indien. Donc, on va envoyer éventuellement des équipes de recherche, mais l'océan Indien, c'est immense. Donc, essayer de retrouver un appareil là-dessus, et on ne sait pas à quel moment. C'est ça, à partir du moment où il disparaît des écrans radars, ça ne veut pas dire qu'il s'est écrasé ou qu'il a rejoint sa destination immédiatement après. Au moment où il disparaît sur les écrans radars, a-t-il volé encore 1 heure, 2 heures, 4 heures pour atteindre sa destination? Une chose est certaine, l'appareil, on sait qu'il aurait pu se maintenir en vol en fonction des réserves de carburant pendant à peu près 9 heures. Donc, au moment où il décolle, là, il est minuit et demi, on peut se dire que jusqu'à 9h, 9h30, là, il pouvait demeurer en vol. Donc, on sait déjà ça. Mais à quel moment, comme il disparaît en milieu de nuit des écrans radars, vers 2h, 3h du matin, on ignore combien de temps il a volé encore après ça. Donc, on fait des recherches. Les recherches restent vaines. Tu as raison. Les théories du complot vont commencer déjà à circuler. Il y a des gens qui disent, ben voilà, il aurait peut-être été abattu au-dessus de la mer méridionale de Chine. Je sais qu'une journaliste française qui a défendu cette hypothèse-là. Oui, bien, qui a été aussi corroborée par un membre pas un membre, mais je veux dire un mari, un Français, là, que sa mais femme... Lui, c'est une autre hypothèse. Lui, c'est l'île de Diego Garcia qui le préoccupe, et non pas la mer de Mais c'est pas le gars qui disait là, qu'il est persuadé que l'avion a été abattu par un missile américain. Oui, mais je vais t'expliquer. On est vraiment dans deux hypothèses. La première hypothèse, celle défendue par une journaliste française, elle a dit l'appareil transportait des composantes électroniques, puis aurait pu disparaître quelque part, aurait été abattu au-dessus de la mer méridionale de Chine. Mais ça, c'est pas vraisemblable, parce que bon, si vraiment l'appareil transportait, d'abord, les manifestes de l'appareil ne montrent pas qu'il y avait du matériel ultra top secret à bord de l'appareil. Là, il faut tomber dans une théorie du complot. Oui, mais peut-être que ça n'apparaît pas. Des genres de radio. Oui, c'est ça, dans des composantes pour des transmetteurs. Ouais. Donc, ça l'inquiétait les Chinois, là, voilà. Donc, mais c'était pas ultra top secret. Et de toi à moi, si éventuellement les autorités chinoises étaient préoccupées par ça, je crois pas que c'était la meilleure façon que de frapper un appareil en vol, un avion civil qui a attiré l'attention du monde entier. Tu comprends? Il y a comme des trucs comme ça. Et en même temps, ben, tu peux pas, si l'appareil a explosé ou s'il avait été abattu par les forces chinoises en mer méridionale de Chine, on aurait trouvé des débris. On n'en a trouvé aucun, c'est important de le mentionner, aucun débris en mer méridionale de Chine, ce qui élimine l'hypothèse que l'appareil est tombé à cet endroit-là.
La seconde hypothèse, l'autre théorie du complot, il y en a plusieurs, mais l'autre théorie du complot à laquelle tu parles, qui est probablement l'une des plus répandues, lorsque l'on tourne vers l'océan Indien, il faut savoir qu'il y a quelque part dans l'océan Indien une île mystérieuse qui Ouais. s'appelle l'île de Diego Garcia. L'île de Diego Garcia, c'est une île qui appartient aux Britanniques, mais avec un long bail aux Américains. Elle est louée par les Américains. Et rappelle-toi l'affaire Edward Snowden. Tu te rappelles Snowden, qui avait travaillé pour la NSA, la CIA, avait révélé le programme Échelon. Hein, c'était ça son gros élément, le programme Échelon, programme de surveillance autorisés, mais camouflés par les services de renseignement américains qui les autorisent à espionner les conversations de tout un chacun pour, soi-disant, des mesures de sécurité. Et c'est un peu ce qu'Edward Snowden avait révélé. Quand vous téléphonez, vous parlez sur votre téléphone portable, ben, sachez que la CIA ou la NSA peut vous écouter. Donc, c'est le programme Échelon. Et ce programme Échelon, au moment où Edward Snowden fait ses révélations, la base même, la racine du programme Échelon, c'est sur l'île de Diego Garcia. Donc, on sait que l'île est louée par les Américains. Il y a des installations américaines qui sont là. Il y a une base américaine et principalement une base qui fait dans le très haut niveau de secret militaire. C'est un peu la zone 51 de l'océan Indien. C'est un peu ce genre-là. Or, il est vrai que l'appareil, lorsqu'on le perd des écrans radars, il semble se diriger vers cette partie de l'océan Indien où se trouve l'île de Diego Garcia. Donc, les deux hypothèses évoquées, c'est que l'appareil aurait été abattu par un missile américain lancé depuis la base de Diego Garcia, qui est un peu comme la base, comme j'ai fait référence à la base de la zone 51, qui est interdite de survol en tout temps. Donc, généralement, les contrôleurs aériens sur Diego Garcia, militaires, vont contacter les pilotes en disant, écoutez, vous approchez d'un espace militaire qui est réservé, vous devez vous détourner, sinon on va vous abattre. D'ailleurs, uniquement pour faire un aparté, il y a un pilote civil à un moment donné qui a essayé ça avec la zone 51 aux États-Unis. Hein. Il a reçu un message en lui disant « Vous approchez d'une zone militarisée, vous devez vous détourner ». Le pilote a fait fi de ça et très rapidement, il a été rejoint par 2 F-18 qui l'ont clairement menacé de l'abattre. Donc, on ne rigole pas. Donc, on comprend que pardon, si l'appareil ne répond pas aux commandes, si les gens au sol contactent le MH370 et pour quelque raison que ce soit, le pilote ne répond pas, ou bien parce qu'il est inconscient, ou bien parce qu'il est dans l'incapacité de le faire parce sa vie est menacée par des terroristes, ben, éventuellement, c'est sûr que les militaires vont abattre l'appareil plutôt que de le voir survoler leur espace aérien. Mais ça, c'est en considérant que l'appareil a bel et bien survolé l'île de Diego Garcia. Donc, il aurait pu être abattu par les militaires. L'autre hypothèse, on aurait pu le forcer à se poser. Donc, il aurait pu être escorté par des chasseurs militaires qui l'auraient obligé à se poser. Mais si il se pose, hein, il faut quand même savoir... que les Chinois auraient probablement fait ça. Oui, mais on a quand même 239 passagers à bord. Hein, 239 passagers avec, de mémoire, je pense que c'est une vingtaine de membres d'équipage, là, ou une dizaine de membres d'équipage. Donc, éventuellement, ces gens-là, on les cache pas dans nos poches. Là. Il faut qu'ils sortent quelque part. Donc, à un moment donné, il faut quand même le dire, là, ça fait quand même 10 ans le vol MH370 et on n'a jamais trouvé de survivants pour sortir, dire coucou, voilà, on était gardés en captivité. Ça, c'est pas produit. Et il y a plus inquiétant, il faut quand même savoir que l'appareil disparaît en 2014. Puis je comprends que les gens qui défendent cette théorie de l'avion sur Diego Garcia ou abattu à Diego Garcia, évidemment, ça permet de s'inscrire dans une théorie du complot et de diaboliser les très méchants Américains. Mais la réalité semble être un peu tout autre, hein, parce qu'au moment où toutes ces recherches-là se font, il faut savoir que le pilote peut désactiver à bord de l'appareil le transpondeur. Mais ce que le pilote ne sait pas, c'est que l'appareil, quand on prend des vols commerciaux, on peut avoir des jeux en ligne ou des films en ligne. Et ça fonctionne sur un tout autre système. C'est un système de satellite qui envoie des communications, qui transmet les communications genre Google et autres. Et ces satellites-là qui couvrent cette région-là de l'océan Indien, ce sont des satellites qui sont contrôlés par la compagnie britannique Inmarsat. Or, Inmarsat, eux, on a découvert, alors qu'on faisait des mois qu'on cherchait l'appareil, Inmarsat nous ont révélé que eux avaient reçu ce qu'ils appellent des pings qui provenaient de l'avion. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as un jeu en ligne, hein, tu es ton PlayStation,
tu joues en réseau avec d'autres, ben, il peut arriver que dans une mauvaise communication, ça va se débrancher. Puis là, ben, tu vas perdre le signal. Ouais, Puis là, ben, ouais. on va dire, ben, tu as perdu le signal. Mais de façon automatique, éventuellement, le système, hein, ton système, que ce soit Windows ou compagnie, le système va chercher à se rebrancher à À se nouveau, rebrancher, ouais, c'est ça. Mhm. à le faire tout seul. Or, quand le pilote a débranché son système de transpondant, puis il a changé de trajectoire, il savait pas comment débrancher ce système-là d'Inmarsat. Ou peut-être qu'il Ah, n'était pas au courant, ouais. puisque ça fait pas Intéressant. partie des systèmes de navigation, hein. Et c'est d'ailleurs ce système de navigation qui relève pas de la structure même du pilotage de l'avion. Donc, alors que l'avion, lui, continue son trajet, ben, le système réseau continue de vouloir se brancher au satellite d'Inmarsat, même Intéressant. s'il change d'endroit dans l'océan Pacifique. C'est un peu comme si toi, tu as ton téléphone portable, tu Ouais, t'éloignes d'une antenne, ben, ton téléphone va chercher à se brancher sur ouais, une autre antenne dès qu'il va ouais, obtenir ouais, un ouais, signal. ouais, ouais. Ce sont les fameux pings d'Inmarsat. Et les pings d'Inmarsat montrent que la dernière fois où l'avion a essayé de se brancher au satellite, c'était à peu près 8h30 après son départ. Donc, on sait que l'avion a volé jusqu'au petit matin. Là. Et le dernier ping montre que Wow. l'avion se trouvait très loin dans l'océan Indien, beaucoup plus loin que l'île de Diego Garcia. Donc, l'appareil n'est pas passé au-dessus de l'île de Diego Garcia, il est passé à plusieurs Ouais. centaines de kilomètres de Diego Garcia et il a poursuivi sa descente en direction sud dans l'océan Indien, mais dans la partie sud. Ouais, ben Et c'est ça, j'allais dire, parce que ça veut pas dire qu'il était en vol. Il pouvait être dans le fond de l'eau, puis retransmettre encore. Mais à ce moment-là, le signal n'aurait pas changé de satellite. Tu comprends-tu? OK. C'est un peu comme OK. si toi, avec ton téléphone, si tu restes au Ouais. même endroit, ton téléphone va se brancher toujours sur la même Ouais. antenne, alors que dans le système d'Inmarsat, visiblement, l'avion, le système de l'appareil, tentait de communiquer avec d'autres satellites en vol, mais Mhm. toujours contrôlés par Inmarsat, et qui montrent et même quand c'était le même satellite, là, on entre dans le détail technique, là, mais Ouais. le temps de transmission changeait. Ouais. Donc, on sait que la vitesse des ondes électromagnétiques est égale à la vitesse de la lumière, là, 300 000 Ouais. km secondes. Mais on voyait qu'entre le signal, par exemple, à 3 heures du matin et le signal à 7 heures du matin, on s'est aperçu que la longueur de la Ouais. transmission était plus longue. Donc, l'appareil continuait de voler. Donc, on n'a pas de doute sur Il ça. continuait de voler. L'appareil continuait de voler. Et la Wow. dernière OK. transmission Wow. se fait vers 8h30 le matin. C'est la dernière tentative de se brancher au satellite d'Inmarsat. À ce moment-là, l'avion se trouve au-dessus vraiment de l'océan Indien Sud au moment où cette dernière communication est faite. Et ce qui vient ajouter à l'idée que l'appareil s'est écrasé dans l'océan, ben c'est bien sûr en 2015, on a commencé à retrouver des Des débris de débris. l'appareil, Ouais. principalement le premier gros débris qu'on a pu prouver qu'il était bel et bien de l'avion, c'est un flaperon. Les flaperons, si je reprends ici mon avion, là, derrière l'aile, ici, il y a des petits Ouais. volets qui bougent et ces Oui. volets-là permettent de s'assurer de la stabilité de l'appareil en vol. Or, l'un de ces flaperons a été retrouvé d'abord sur l'île de la Réunion. Là, Ouais, c'est ce que j'allais dire. on est Ouais. sur le Ouais. côté ouest de l'Afrique. C'est une île qui est sur le côté Ouais. ouest de l'Afrique. Et ensuite, dans les mois et les années qui ont suivi, d'autres débris plus ou moins importants ont été retrouvés sur la côte est de l'Afrique. Et ces débris-là, plusieurs d'entre eux ont été officiellement ont été identifiés de façon formelle comme étant ceux du MH370. Ce qui ne laisse aucun doute que l'appareil est bel et bien tombé en mer et que les débris ont été éventuellement, en suivant les courants océaniques, on a pu déterminer Ouais. à peu près la zone où il a dû s'écraser et que les débris se sont retrouvés en Afrique. Maintenant, quand je dis on a pu un peu localiser l'endroit où les débris Ouais. se sont retrouvés, ben, tu comprends que c'est des centaines, c'est des milliers de kilomètres carrés. Et Ah, c'est retrouver un fou. appareil qui se trouve à 4 ou 5 000 mètres de profondeur, ça devient excessivement difficile. Et compte tenu qu'on a mis beaucoup de temps à obtenir toutes ces Ouais. informations, d'abord, le laxisme des autorités de Malaisie à réagir promptement à la disparition de l'appareil. Ensuite, les recherches qui se sont changées d'endroit avec les données transmises par les radars primaires de l'armée de la Malaisie. Et ensuite de ça, les informations transmises pour le Inmarsat. Ben, tout ça a fait
Les jours se sont écoulés. Il faut savoir que Ouais. les boîtes noires de l'avion, elles ont un signal qui dure à peu près 1 mois. Donc, si l'avion s'écrase, que sur terre ou dans l'océan, les boîtes noires vont émettre un signal qui est quand même pas très Ouais. important, qui va pas à des milliers de kilomètres à la ronde. Il faut que tu sois quand même dans le secteur pour pouvoir capter le signal. Et ce signal-là fonctionne à peu près 1 mois. Et malheureusement, quand on a un peu réussi à localiser l'endroit où l'avion s'était possiblement Ah, ouais. écrasé, ben, le C'était signal fini. de la boîte noire était terminé. Je dis le signal, c'est les signaux, parce qu'il y a 2 boîtes noires à l'intérieur de l'appareil. Donc, au moment où on se parle, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de retrouver l'appareil. C'est des compagnies qui se sont surtout spécialisées de recherche en haute mer, principalement des chercheurs de trésors, hein, et avec des contrats avec le gouvernement de Malaisie, avec un contrat à la clé, c'est-à-dire que on te paie, mais si tu trouves l'appareil, si tu trouves Eh rien, boy, hein? donc, à ce moment-ci, il y a 3 tentatives qui ont été menées dans l'océan Indien dans le but de déterminer l'endroit où l'appareil avait pu tomber. On n'a rien trouvé qui permet de dire, bon, ben, c'est ici. Donc, ça n'a rien coûté au gouvernement de Malaisie. En 2018, de mémoire, 2017 ou 2018, le gouvernement de Malaisie a rendu son Ouais. rapport final sur la disparition Ouais. de l'appareil. Ouais. Et dans son rapport Je l'ai final, consulté, OK. justement, Et dans son rapport final, elle, pour visiblement éviter des poursuites de la famille, par exemple, hein, Mhm. mais tout porte à croire que c'est le commandant de l'appareil, le commandant Ouais. Shah, qui a détourné l'appareil. On sait qu'il y avait chez lui un simulateur de vol. Il avait C'est ça, hein? simulé des vols au-dessus de l'océan Indien, Mais comme si il aurait fait le même trajet, hein? oui, voilà, donc à peu près le même C'est le même trajet. trajet à bord de son simulateur, donc il a Voilà. suivi un peu les mêmes trajectoires. Donc, tu comprends que ça, c'est très inquiétant de voir qu'un mois ou 2 avant la disparition de l'appareil, le type a un simulateur chez lui et fait des simulations de vol où il entreprend la même trajectoire. Ensuite de ça, on sait que sur le plan psychologique, il avait des problèmes d'une part financiers, pas qu'il était dans la dèche, mais il avait fait de très mauvais placements et il avait perdu beaucoup d'argent et il avait également des problèmes familiaux. Donc, on a ici des conditions qui amèneraient Ouais. une personne à vouloir se suicider. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est pas la première fois Oui, où c'est des ce que pilotes j'allais dire, d'avion, parce qu'il y en a eu d'autres, des histoires comme voilà, ça il y de a, suicide il y en a 2 qui de me viennent en pilotes tête, avec des là. passagers à bord, là. Voilà, il y en a 2 entre autres qui me viennent en tête. Un pilote allemand qui avait écrasé son avion sur les montagnes en Europe, sur Ouais, les Alpes, et ouais. quelque part en Afrique également, un pilote africain qui a écrasé son avion au sol. Donc, et c'était éventuellement, les rapports ont conclu que c'était des suicides et le type s'est Hey, c'est suicidé en triste entreprenant. quand même, hein, quand tu Oui, penses à absolument, ça, parce que tu sais, ça fait d'innocentes victimes. Là, on comprend pas trop c'est ça. épouvantable. Mais le rapport final des autorités de Malaisie ne pointe pas du doigt. C'est-à-dire, on dit Mmh. c'est un détournement. On sait à peu près à l'endroit où l'appareil s'est écrasé et l'appareil est demeuré sous contrôle de quelqu'un. On nomme pas le quelqu'un, mais sous Ouais, ouais. contrôle de quelqu'un jusqu'à la toute fin. Et évidemment, on, Parce on est qu'on parle capable de aussi lire. De 2 passagers suspects, là, Ouais, 2 qui passagers, étaient, mais qui ont été assez qui ont pris rapidement part. éclipsés, hein, qui avaient des faux passeports, mais Ouais, très c'est ça, exact. rapidement, on les a éclipsés, ça Ouais, semble c'est pas être ça, relié, c'est ça. et l'idée de couper, si c'était vrai que 2 passagers avaient pris le contrôle de l'appareil, est-ce qu'ils auraient pensé à débrancher les transpondeurs et tout le reste? Et ensuite, il n'y a eu aucune revendication, on comprend pas trop pourquoi ça a Exactement. été fait. L'idée la plus vraisemblable et ce que semble conclure la part des autorités de Malaisie, c'est que quelque part, une fois que l'avion a été en vol, après cette 1h19, là, lorsque le commandant Shah contacte la tour de contrôle de Malaisie en disant bonsoir, MH370, Malaisie 370. À partir de là, probablement là, ça reste très spéculatif, mais il s'est assuré que le copilote quitte le poste de contrôle. Peut-être qu'il dit, va me chercher un café ou si tu vas aller Ouais, aux ouais, ouais. toilettes, c'est le moment de le faire. Et une fois que le copilote est sorti du cockpit, il a verrouillé la porte. Et le seul moyen de pouvoir retourner à l'intérieur du cockpit, c'est sur un bouton que seul le pilote a accès. Seul le cockpit a accès à ça. Donc, le copilote a beau être dans le corridor à frapper sur la porte. Si le pilote décide de ne pas déverrouiller la porte, et depuis les événements de septembre 2001, là, Oui, on s'est effectivement. assuré d'augmenter la Exact. sécurité dans les appareils. Ça devient excessivement difficile. Donc, à ce moment-là, lui, ce qu'il a fait, le pilote, là, si moi j'étais pilote, ben, je ne le suis pas, mais bon, j'ai lu les rapports en question. La façon la plus simple
de pouvoir contrôler l'équipage et contrôler les passagers, c'est de dépressuriser l'appareil. Donc, lorsque l'appareil se dépressurise, il y a des petits masques qui tombent, mais il faut savoir que ces masques-là n'offrent de l'oxygène que pour une quinzaine de minutes. Alors, les gens pensent que ça dure ad vitam aeternam, le petit masque. Non, ça dure une quinzaine de minutes. Donc, le temps généralement que le pilote puisse descendre sous les 3000 mètres à peu près, qui permet aux passagers de pouvoir respirer sans perdre connaissance. Donc, si on a un appareil qui vole à 30 000 pieds d'altitude, 10 000 mètres d'altitude, et que le commandant décide de dépressuriser l'appareil, les petits masques vont tomber. Pendant 15-20 minutes, il va y avoir une véritable panique à bord, mais éventuellement, tout le monde va perdre connaissance. Et là, le pilote, lui, dans le cockpit, avec son masque, lui aussi, à partir du moment où tout le monde a perdu connaissance, tu comprends que lui, le pilote, il y a vraiment une bonbonne aux côtés de lui qui peut durer des heures. Là. Lui, il y a une autonomie de minimalement 2 heures d'oxygène. Donc, il se met son masque. Donc, les gens sont plus conscients de ce qui se passe. Tout le monde a perdu conscience. Il est seul à bord. Et là, seul à bord, il a pu réfléchir, penser, cogiter, jusqu'au moment d'amener l'appareil en fin de carburant. C'est fou, hein? Qui s'est écrasé dans l'océan. C'est le scénario le plus vraisemblable. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé l'appareil, et si on le retrouvait aujourd'hui, 10 ans après, les spécialistes dans le domaine de l'aviation restent assez optimistes qu'on pourrait tirer de l'information des boîtes noires. Même si c'est sûr que beaucoup d'informations auraient pu être perdues, les boîtes noires seraient sûrement endommagées par un séjour prolongé dans de l'eau saline, non? Parce que la mer, ça corrode. Tout à fait. Tu sais, pour t'intéresser au Titanic, hein, il a fallu 100 ans. Effectivement. Donc, on se dit, après 10 ans, c'est sûr que les boîtes noires ont dû être très endommagées, mais on reste confiant qu'on pourrait tirer de l'information qui permettrait d'apporter un peu d'éclairage là-dessus. Mais est-ce que ça explique le pourquoi qu'il n'y a pas autant de débris? Parce que l'avion aurait plongé tête première. Aurait plongé à grande vitesse et on est dans une région de l'océan qui est très éloignée des côtes. Donc, les débris... Puis encore aujourd'hui, on croit que quelque part, là, si les gens faisaient la navette sur les côtes là, de l'Afrique orientale, on trouverait probablement des débris de l'appareil qui sont encore là. Donc, il y a des chances qu'on retrouve peut-être l'appareil un jour sans les ailes, sans les... voilà, parce qu'on croit que si ça a été un crash contrôlé, hein, la différence entre si tu as un crash où ton avion plonge comme ça, il va se réduire il va éclater au complet en miettes. Mais si l'appareil, le pilote a essayé, c'était comme une espèce de planage. Une espèce de planage, hein, il a atteint les limites du carburant et il a essayé de poser l'appareil, en faire un amérissage. Il a coulé comme le Titanic dans le fond, puis comme ça, lentement. lentement. Il est resté relativement complet. Donc, ce qui explique qu'on n'a pas eu beaucoup de débris. Rappelle-toi, il y a quelques années, ce pilote, là, ce héros de l'aviation qui avait réussi à poser après avoir frappé à New York, dans le coin de New York, s'était posé sur la rivière. Ça fait l'objet d'un film. Voilà, avec Tom Hanks qui jouait le rôle de Scherdenberger, là, je crois le nom du pilote. Donc, après avoir frappé des oiseaux au décollage de l'aéroport de LaGuardia, il perd ses 2 moteurs, doit poser l'appareil, mais avec un bon vol contrôlé, il a réussi à se poser dans la rivière Hudson. Bon, évidemment, la rivière Hudson, ce n'est pas l'océan. On comprend que les vagues, le tumulte de l'océan est différent, mais ça nous montre que un bon pilote, s'il n'y a pas de risque d'explosion, s'il n'y a plus de carburant à bord de l'appareil, on comprend que les risques d'explosion ou d'incendie sont minimaux. Donc, à ce moment-là, il aurait pu tenter de poser l'appareil un peu comme l'a fait les gens sur la rivière. C'est intéressant ce que tu apportes, Christian, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours pensé, j'ai dit l'avion à l'arrêt du nez, puis c'est pour ça qu'il y a peu de débris. Mais en même temps, ce que tu apportes, s'il a fait une espèce d'aquaplanage, mettons, puis il y a eu un impact où il y a certains débris qui ont décollé, puis qu'après ça, il s'est mis à couler lentement, comme un bateau, dans le fond, jusqu'à le fond. On comprend que le fuselage de l'appareil, le fuselage de l'appareil est resté probablement assez intact. Les parties qui se sont brisées, c'est les moteurs, les moteurs et les ailes. Mais les ailes ont rapidement coulé parce que les ailes, beaucoup de gens l'ignorent, mais les réservoirs de carburant, c'est les ailes de l'avion, hein, c'est creux là-dedans. Donc, le carburant va dans un réservoir. Ça se remplit d'eau.
Voilà, Ça donc il y a un remplit d'eau. réservoir dans le ventre de l'avion, puis il y a des réservoirs de carburant dans les ailes de l'avion. Donc, une fois que l'appareil, les moteurs se défont, hein, tant qu'il frappe l'eau, les moteurs s'arrachent, les ailes Bon. vont se remplir d'eau et vont couler, et les flaperons, ben, au moment de l'impact, hein, probablement que le pilote avait déployé les flaperons pour avoir un minimum Mhm. d'impact en arrivant sur l'eau. Donc, les flaperons se sont détachés. Donc, il est peu vraisemblable qu'on retrouve beaucoup de débris de l'intérieur de l'appareil. Les débris qu'on a trouvés jusqu'à maintenant proviennent surtout des ailes, quoiqu'on a quand même trouvé des débris de l'intérieur. On a trouvé notamment une partie, quand tu es assis dans un avion devant toi, tu as généralement une partie qui est en plastique où on a un écran où tu peux Ouais. regarder des films. On a retrouvé un morceau de ça qui provient Oui, 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 visiblement d'un c'est vrai, siège de c'est vrai. l'appareil. Donc, quelque Mais là, part, j'imagine aussi quand il coule, la pression l'appareil a pu de se briser, effectivement. Donc, à un moment donné, il descend, puis bon, la pression fait que l'appareil a pu se briser au moment de sa descente, et certains débris ont remonté à la surface, mais moins que si on avait eu un impact à grande vitesse où l'appareil ouais, était entré de face. et Mais ouais. encore une fois, moi, je respecte les gens qui entretiennent d'autres scénarios. On n'a pas l'appareil. Donc, dans la mesure où ce scénario-là tient compte Toutes des les faits, parce que hypothèses sont sur la table, puis, ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est de s'assurer que ces hypothèses-là tiennent compte des faits connus. On ne peut pas ouais, réécrire l'histoire. Il y a des faits qui sont connus. Si quelqu'un me effectivement. fait écraser l'appareil à 2 heures du matin, quand on sait qu'il a volé jusqu'à 8 heures du matin, là, ça ne marche plus. Là. Aïe, 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 hein, ouais. Donc, si on tient compte des éléments, et au moment où on se pense, c'est amusant parce qu'il y a quelques jours à peine, j'ai vu passer une nouvelle où là, on a une nouvelle hypothèse, pas une nouvelle hypothèse, mais une nouvelle voie de recherche. Il y a des gens on a regardé, parce qu'il faut savoir que dans l'océan, dans cette région-là du monde, il y a des hydrophones qui sont placés dans l'océan et qui enregistrent des bruits pour Ouais. s'assurer que des nations ennemis hein, ne fassent pas ne fassent pas exploser des bombes sous-marines. Donc, on a des hydrophones qui captent un peu les mécanismes ou les tumultes de l'océan, et principalement pour surveiller des actions qui seraient contre les lois. Et en regardant les différentes données obtenues par les hydrophones dans l'océan Indien, dans cette partie-là du monde, il semble qu'on ait entendu vers à peu près 8h30, 9h du matin, à heure locale, on ait entendu un impact. Donc, il y a des Wow. hydrophones qui ont capté un impact. Et si on fait une triangulation à partir des bruits captés par les Ouais, hydrophones, ouais, ouais. à peu près localiser l'endroit d'où le bruit émanait. Alors, si ce bruit a été provoqué par la chute de l'appareil, ben à ce moment-là, on a Mais une c'est idée. nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. C'est sorti il y a Mais c'est quelques nouveau, jours. mais comment ça qu'on n'a pas, Alors, c'est fait ça. Donc, d'examen? cette nouvelle-là est arrivée. Là, il y a des chercheurs Wow. qui ont mis la main là-dessus, et puis ils se disent, bon, à Ah ouais. partir de là, on peut faire une triangulation. Donc, au cours de soit l'été 2024 ou peut-être l'été Ah 2025, wow. il y aura de nouvelles recherches qui seront entreprises dans l'océan Indien, dans la partie sud, à partir de ces données transmises par les C'est hydrophones. incroyable. À moins, bien sûr, qu'on puisse identifier ce bruit de collision avec autre chose qui n'aurait rien à voir avec l'appareil. Ah oui. Mais là, pour l'instant, l'appareil, la chute du MH370 demeure le meilleur candidat pour expliquer ce bruit entendu qui a Bon, duré une fraction de seconde, mais une fraction de seconde. qui a été quand même capté par les hydrophones. OK, bon, ben, c'est intéressant. Ben, merci pour tes lumières là-dessus, Christian. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je n'ai appris, là, en tout Ah cas, ben, avec tant mieux. toi aujourd'hui, avec le vol MH 370. 370. Par contre, il y a une autre histoire d'avion que je voulais te parler puis t'entendre là-dessus, parce que encore là, tu m'as appris un petit peu de choses ce matin. Un appareil qui est disparu pendant 30 ans, peut-être 37 selon certaines sources, mais qui est réapparu sur les radars, mais on est loin de l'exemple du MH 370, qui est en fait le vol Panam 914. 14. Paname 914, écoute, déjà là, en disant le Paname 914, ça ressemble un petit peu au vol 714 pour Sydney avec Tintin. Hein? On a le 914, le Oh 714, boy, donc ouais, on je est me déjà un rappelle peu pas dans de cet ça. univers. Donc, l'histoire telle que tu la racontes est la suivante. Hein? C'est un appareil de la Paname, c'est un avion, c'est un DC-3. On est en juillet 1955, le 2 juillet 1955.
panaméricain, hein? Panaméricain. C'est Pan America, c'est ça, la Ouais, Pan American américain. Airlines. Donc, on est le 2 juillet 1955, c'est un DC-3, l'appareil décolle, il fait une liaison de New York à Miami. Il y a à l'intérieur, là, on est une cinquantaine de passagers de mémoire là, qui sont à bord de l'appareil, et il décolle pour arriver à Miami. Malheureusement, il n'arrive jamais à Miami, donc il est considéré comme perdu. Et éventuellement, le 21 mai 1992, un appareil apparaît dans le ciel de Caracas, on est au Venezuela. Et là, à ce moment-là, le contrôleur aérien est un peu surpris de voir apparaître cet appareil sur son écran. C'est un Ouais. appareil, un avion qui n'était pas prévu. Donc, il communique avec l'appareil. Les communications sont établies et l'appareil, lui, s'annonce. Il dit, ben voilà, je suis le vol 714 Paname. Et là, il dit, je sais pas trop ce que je suis. L'environnement me semble pas familier. Alors, le contrôleur lui répond qu'il est au-dessus de l'aéroport de Caracas. Et là, le pilote est étonné parce que, bon, évidemment, il s'en allait à Miami, non pas à Caracas ou au Venezuela. Donc, il dit, on s'est clairement perdu, il comprend pas. Et évidemment, il est d'autant plus étonné lorsqu'on lui annonce on se trouve à ce moment-là il a décollé en 1955 et là, on est en 1992. Donc là, tu comprends, il dit, ben là, ça fait 37 ans et quelque chose qui va pas là-dedans. Donc, éventuellement, l'appareil se pose et bon, évidemment, il y a des équipes qui arrivent sur place, on monte dans l'appareil et l'appareil est nickel, hein, tu comprends, c'est un appareil qui est en parfait état. On entre à bord, tous les gens sont là, vêtus de leurs vêtements de 1955. Il y a des échanges qui sont avec le pilote, évidemment, c'est le grand étonnement. Et là, au moment où on se prépare à faire descendre les passagers, le pilote dit non, moi je repars. Alors il fait descendre les officiels de l'aéroport de Caracas, ferme la porte et reprend son vol en direction de Miami où l'appareil n'arrivera jamais. Donc on a un court épisode comme ça de cet avion qui est passé de 1955 à 1992 et qui serait resté sur la piste de l'aéroport de Caracas pendant quelques minutes seulement. Mais le problème de cette histoire-là, c'est Ouais, qu'elle mais est c'est du cinéma, c'est du cinéma. absolument. Cette histoire-là, elle est entièrement fausse, là. C'est une invention, hein, et je dois cette information-là à mon ami Jocelyn Keller en France qui a enquêté là-dessus. Cette affaire-là a été d'abord publiée dans les années 80 par le Weekly World News. Le Okay. Weekly World News, c'est un journal hein, qui a été créé en 1979 de mémoire. Il est demeuré là, en format papier jusque dans les Okay. années 2000. Il est toujours disponible en ligne maintenant. Et c'était des histoires tout à fait invraisemblables. Genre, Ah ouais. j'ai eu un enfant avec le Bigfoot. Peut-être si tu vois un peu l'histoire, un homme découvre qu'il a été, qu'il a 8 bras, mais 4 sont à l'intérieur de lui, qui gratouille la prostate. Bon. C'est pratique quand ça te pique au bas. Ouais. Donc, on a cette histoire-là. Et cette histoire-là a été originalement publiée en 1985 par le Weekly World News. Okay. Et elle a été reprise ensuite à au moins 3 reprises dans le Weekly World News et toujours avec des variantes, hein, des éléments. Okay. Soit c'était pas le même aéroport, mais c'est tout le temps la Ouais. même. C'était vraiment du réchauffé. Et éventuellement, le journal a même publié une autre version de cette histoire-là. Et c'était la version, on est à ce moment-là en 1954. C'est la version du vol 513 de la Santiago Airlines. Et dans le cas de la Santiago Airlines, puis c'est toujours un article publié dans le Weekly World News. On est ici dans le cas d'une variation de l'autre histoire du vol 914. Donc, dans ce cas-là, le vol 513 de Santiago Airlines, lui, il décolle de Aix-la-Chapelle en Allemagne à destination où il doit se rendre, c'est à l'aéroport de Porto Alegre au Brésil. Okay. Et l'appareil, après avoir donc décollé, n'arrivera jamais à destination. Et éventuellement, le 12 octobre 1989, un appareil apparaît dans le ciel de Porto Alegre. L'appareil, c'était de mémoire un Lockheed Constellation, donc un assez gros appareil. Il apparaît dans le ciel de Porto Alegre. On tente de communiquer avec lui, on n'arrive pas à obtenir des communications. Et l'appareil semble un peu sous le pilotage automatique et l'appareil va se poser sur la piste de Porto Alegre et il arrête en milieu de piste. Alors immédiatement, des gens sortent sur place. On croit que d'abord, on est surpris
surpris parce que c'est un appareil qui est très ancien, hein, c'est un appareil historique, il est relativement en bon état. Donc, on monte à bord de l'appareil. Et là, en entrant à l'intérieur, surprise, tous les passagers, on a 88 passagers et 4 membres d'équipage. Mmh. On n'a que des squelettes assis au poste de pilotage, que des squelettes assis dans les sièges passagers. Et tous ces gens-là, un peu comme si l'appareil avait été demeuré en vol pendant toutes ces décennies avant Ben de se voyons, poser aux ben toilettes. voyons. Là, Mmh. encore une fois, cette histoire-là, ça vaut pas la peine, creusez-vous pas le crâne là, pour ça. Là. C'est une histoire qui est entièrement inventée. C'est un article qui est paru, encore une fois, dans le Weekly World News. C'est une variante du fameux vol 914. Et Mais est-ce que le vol 914 a déjà existé ou pas? Ou le c'est vol carrément 914, une invention? non, le vol, tout est pure invention. Comme dans le cas, par Parce exemple, que du vol. là, quand il a atterri, il n'y avait pas des journalistes qui étaient là pour interviewer les passagers puis les Il membres aurait dû y avoir, d'équipage. effectivement, et quand on lit ces détails-là, parce que ça, ce sont des détails Ben qu'on voit oui, mais apparaître c'est ça. dans les versions du Weekly World News, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a pas, les compagnies Donc, le aériennes, vol, ils n'ont jamais existé. en fait, les seules choses qui ont existé, ce sont les compagnies aériennes. Et ces compagnies aériennes, Ouais, au moment où l'histoire est racontée, ouais. elles ont cessé leurs activités depuis de nombreuses années. Donc, Ah, c'est vrai que la Paname wow. a existé, mais la Paname n'existe plus. Et c'est exactement la même chose avec la Santiago Wow. Airlines. D'ailleurs, la Santiago Airlines, le vol en question dont je te parle, le vol 513, c'est un vol qui aurait décollé de l'aéroport d'Aix-la-Chapelle le 4 septembre 1954 et la compagnie aérienne Santiago Airlines a cessé ses activités en 1956. Donc, 2 Oh, ans après OK. cette histoire Puis d'avion-là. le vol 914, là, c'était en 1955, c'est Ouais, ça? c'est ça, Puis c'est en 1955. complètement disparu, puis eux autres, ils avaient déjà fermé. Ouais, ben c'est ça, parce que la Paname, l'article paraît pour la première fois, l'article paraît dans le Weekly World News. La première fois, c'était le 7 mai 1985. La première publication de cette histoire-là, c'est le 7 mai 1985. Mais à ce moment-là, la compagnie Pan American Airlines a déjà cessé d'exister. Donc, si les gens C'est lisaient cet complètement. article-là, ben, on s'est dit, ben, on va essayer de contacter la Pan-Américaine pour voir s'il y a Ouais, il y a un fond de vérité derrière ça. ben ouais, Ben, c'est ça. ça pouvait pas fonctionner parce que la compagnie avait fermé ses portes. C'est un peu comme, d'ailleurs, on a de souvenirs, il y a une histoire, tu en as peut-être entendu parler, c'est une histoire qui implique également un avion, c'est un appareil, le Tristar, le vol 401 des American Airlines. Et l'appareil s'écrase quelque part, on est en 1972 de mémoire, l'appareil s'écrase on est le 26 ou le 27 décembre 72, l'appareil s'écrase dans les marécages en Floride. Et éventuellement, dans les années qui vont suivre, des gens vont prétendre, c'est un Lockheed L-10-11, un gros OK. appareil, c'était un peu le concurrent du Boeing 747, c'était vraiment un très, très gros appareil, le L-10-11. Et après le crash du vol 401, des gens, la légende voudrait qu'on ait récupéré des débris sur l'appareil qui était accidenté. On les a ramenés dans un hangar. Évidemment, tu comprends qu'on n'a pas récupéré des pièces de l'appareil qui étaient liées à la mécanique de vol, mais on aurait récupéré comme la porte d'un four à micro-ondes, une poignée d'une porte de salle de bain, des petits objets comme ça qui n'avaient pas été endommagés dans le crash. On les aurait récupérés et on les aurait adaptés sur d'autres avions L-10-11 Et de la ouais, ouais. compagnie American Airlines. Et là, on dit, la Eastern Airlines, pardon, je dis American Airlines, c'est la Eastern Airlines. Et là, on aurait adapté ces pièces-là sur d'autres appareils. Et là, on s'est dit, les gens commençaient à raconter que les appareils sur lesquels on avait adapté des morceaux du vol 401, ben, ces avions-là se sont retrouvés hantés par des fantômes. Hein, les fantômes Oui. principalement de l'équipage. Et bon, et là, évidemment, tu dis... puis d'ailleurs, il existe une très, très belle chanson en tout cas, The Ghost of Flight 401. Je ne me rappelle pas le nom du chanteur. Je crois qu'il a été membre du groupe Fleetwood Mac à un moment donné dans les années 70. Il a fait une belle chanson qui s'appelle Ghost of Flight 401 qui raconte cette histoire-là. Il dit les fantômes apparaissent sur les avions. Mais à ce moment-là, quand l'histoire commence à circuler, cette histoire de fantômes, qui d'ailleurs va faire l'objet d'un livre, The Ghost of Flight 401 de John J. Fuller. John Fuller, qui est le même qui a écrit le livre The Interrupted Journey, qui racontait l'histoire de l'enlèvement de Betty et Ouais. Barney Hill par des extraterrestres. Donc, c'est un journaliste du Life Magazine, mais qui fait beaucoup dans le surnaturel et l'étrange.
Donc, il entend parler. D'ailleurs, son épouse, celle qui va devenir son épouse à l'époque, était elle-même une hôtesse de l'air pour une autre compagnie aérienne. Et elle, comme elle avait des amis hôtesses de l'air qui changeaient parfois de compagnie, ben, elle l'a mis un peu sur la piste de ces histoires de fantômes sur les avions de la Eastern Airlines. Donc, il s'est mis à enquêter là-dessus. Il a publié un ouvrage au milieu des années 70, Ghosts of Flight 401, qui a d'ailleurs été adapté dans un film pour la télévision, qui mettait en vedette Kim Basinger, d'ailleurs, dans l'un de ses tout premiers rôles dans un film, et qui raconte l'histoire de ce vol-là. Mais au moment où l'histoire circule, il faut savoir, au moment où le livre de Fuller sort sur le marché, la compagnie Eastern Airlines existe encore. Hein? Et à ce moment-là, elle va être inondée de lettres de gens qui vont écrire à la compagnie pour dire « Ouais, c'est quoi ces histoires de fantômes? » Et crois-le ou non, le président de la compagnie à l'époque était Frank Borman. Frank Borman, c'est un ancien astronaute. Il a été d'ailleurs de l'équipe d'Apollo 8, la première équipe à tourner autour de la Lune. Les premiers humains envoyés autour de la Lune, c'était Apollo 8. Frank Borman était un des astronautes d'Apollo 8. Et Frank Borman, dans les années 70, est devenu le président, directeur général de la Eastern Airlines. Quand ces histoires de fantômes ont commencé à circuler, je peux te dire qu'il était en beau fusil. Il a même fait circuler circuler une lettre à l'intérieur du personnel de la compagnie en lui disant « Arrangez-vous de ne pas parler aux journalistes de ces histoires-là, c'est de la foutaise. » C'était pas dit ouvertement comme ça, mais c'était « Si vous parlez aux journalistes de ces histoires-là, vous allez perdre votre job. » Il était vraiment fâché de cette histoire-là. Et on le comprend parce que Borman, pendant des années, avait dû se battre avec le milieu des... Lui et les amateurs de paranormal ne faisaient pas bon ménage. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, Borman avait également volé sur un vol Gemini. Et on raconte que durant son vol Gemini, il avait vu un ovni. Et ça avait ça avait été rapporté. Et Borman a toujours dit, non, j'ai jamais vu d'ovni. J'ai vu un morceau de la fusée porteuse. Donc, quand on a mis le vaisseau Gemini en orbite, la fusée porteuse s'est retrouvée dans l'espace. Puis, à un moment donné, il a contacté la tour de contrôle de Houston en disant, ben, Houston, je vois ce débris-là qui est à ma droite. Qu'est-ce que c'est? Et là, Houston ont répondu, ben, ce que vous voyez, c'est le morceau de la fusée porteuse, la Titan. Ça s'est arrêté là. Et on a monté ça en épingle et le morceau de la fusée Titan est devenu un ovni. Puis là, c'était Frank Borman, a vu des ovnis. Mais un ovni, dans le fond, Christian, corrige-moi, mais c'est un objet volant non identifié. Oui, mais... On le relie aux extraterrestres, mais à la base, c'est un objet non identifié. Oui, mais crois-moi que sous la plume de ceux qui ont rapporté cette histoire-là, c'était clairement un engin extraterrestre. Borman avait vu un engin extraterrestre, puis il avait été poursuivi par des extraterrestres dans l'espace. Bref, tu comprends. Et ça avait mis vraiment le feu aux poudres entre Frank Borman et la presse à sensation, parce qu'il se disait plus à dire sur les vols spatiaux et l'éventuelle course à la Lune que de parler de l'OVNI puis des affaires. Il trouvait ça complètement ridicule. Or, tu comprends, il se retrouve 10 ans plus tard à la tête de la Eastern Airlines et le voilà aux prises avec une histoire de fantômes sur les vols de la Eastern Airlines. Donc, tout ça pour te dire que à ce moment-là, les gens ont écrit à la compagnie a répondu en disant tout ça, c'est de la foutaise, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il faudra attendre éventuellement la biographie de Frank Borman. Et là, on découvre sous la plume de son biographe à quel point cette histoire-là l'avait mis vraiment là, en fusil. Mais dans le cas de nos fameux vols, le vol 513 et le vol 914, dans les deux cas, les compagnies aériennes n'existaient plus. Wow, c'est important de le mentionner. Hein? Donc, il n'y avait pas possibilité de vérification aux archives. Ben, c'est ça, parce qu'il y a... Tu sais, on a beaucoup parlé, puis ça m'a toujours intrigué, le fameux triangle des Bermudes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils, des bateaux, des avions qui sont disparus dans ce fameux triangle des Bermudes. Puis justement, tu voulais me parler du vol 19. Et ça, c'est intéressant parce que là, on tombe vraiment dans un sujet qui, moi, me passionne. Parce que ce qui me passionne beaucoup dans l'univers du paranormal, et je sais, ça fait 45 ans que je répète le même message, puis il ne passe pas, mais je vais quand même le répéter encore une fois. Ce qui m'intéresse dans le paranormal, c'est pas tant, mais évidemment, adolescent, je me suis posé la question, comme probablement toi et plein d'auditeurs, on s'est posé la question, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que le triangle des Bermudes existe? Est-ce que le monstre du Loch Ness existe? Mais
ma pensée a migré vers autre chose. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le paranormal, c'est surtout de savoir pourquoi on y croit. Pourquoi on continue, et même souvent, pourquoi on continue d'y croire, même lorsque le sujet a été expliqué. Hein? Il y a toutes sortes de mécanismes qui fait que telle histoire a été expliquée et pourtant on continue d'en parler. On dirait que la science n'a pas prise sur ces sujets-là. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment on arrive, comment psychologiquement des communautés réussissent à fonctionner en fonction de ça. Prends par exemple le monstre du Loch Ness. Au moment où on se parle, en 2024, on ne devrait plus parler du monstre du Loch Ness. On le sait, il y a quelques années, là, on est 2019-2020, il y a Neil Gemmell, qui est un professeur de génétique à l'Université Otago, en Nouvelle-Zélande, qui s'est rendu au Loch Ness. Aujourd'hui, grâce à la science, on peut faire ce qu'on appelle de l'ADN environnemental, de la vérification d'ADN environnemental, parce que toute espèce vivante contamine son milieu de vie, hein, des petits pépis, des petits cacas par-ci, par-là, contaminent notre milieu de vie. Et dans des milieux aqueux, des milieux liquides, si on regarde le contenu en ADN dans ce milieu liquide, on peut déterminer quelles sont les espèces qui occupent cet espace-là. Donc, Neil Gemmell s'est rendu au Loch Ness. Il a fait plus de 200 prises d'échantillons d'eau, principalement dans la baie d'Urquhart, là où se manifeste le plus souvent, où se manifestait le plus souvent le monstre du Loch Ness. Donc, il a fait plus de 200 à relever, et tout ça a été ramené à l'Université d'Otago. Et là, on n'est plus dans le domaine de la spéculation, de la fantaisie, là, c'est le domaine de la science pure. Il a fait donc un relevé du contenu ADN de ce qu'on retrouve dans ces eaux. Ce qu'il a découvert, c'est que dans un premier temps, il y a plusieurs espèces qui occupent le Loch Ness. Ces espèces sont, pour la plupart, sont moins nombreuses qu'on croyait, ce qui montre que le Loch Ness n'est pas un milieu de vie particulièrement attrayant. Mais ce que Neil Gemmell a découvert, c'est que, contrairement à des hypothèses qui avaient été avancées, qui étaient plus terre à terre. Là. On a le monstre préhistorique. Ça, les relevés ADN montrent qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de monstre préhistorique dans le Loch Ness. Il n'y a pas de Jurassic Park. Il n'y a pas de Jurassic Park dans le Loch Ness. Il n'y a pas non plus, on a cru à un moment donné, certains ont parlé peut-être de requins ou de baleines, ou des cétacés, hein, peut-être un type de dauphin. Il n'y en a pas non plus dans le Loch Ness. Et une des hypothèses qui était un peu prisée par le milieu de la recherche en biologie marine, c'était l'idée, moi-même, quand j'ai écrit mon livre L'enquêteur du paranormal, c'était l'hypothèse qui était favorisée à l'époque, c'était de croire qu'il pouvait y avoir des esturgeons de la Baltique qui réussissaient à passer par les différents canaux qui relient le Loch Ness à la mer du Nord, le canal calédonien par exemple, et ils réussissaient à passer les différentes écluses, venaient frayer dans le Loch Ness, puis un esturgeon, pour les amateurs de pêche, on le sait, hein, des esturgeons, ça peut atteindre 3, même dans certains cas, presque 4 mètres de long, c'est énorme. Alors que les poissons, la plus grosse variété de poissons qu'on avait dans le Loch Ness, c'est une espèce de saumon qui fait à peu près 30-45 cm de long. Donc, tu comprends que si toi, tu es un riverain sur ton bateau, tu pêches des saumons qui sont à peu près grands comme ça, puis tout d'un coup, tu vois un animal qui fait 2-3 mètres de long passer aux côtés de ton bateau, c'est le monstre. Donc, l'hypothèse qu'on favorisait, c'était les esturgeons de la Baltique qui réussissaient à retourner dans le Loch Ness, frayaient dans le Loch avant de retourner en mer du Nord. Ça, c'était l'hypothèse qui était favorisée. Mais les études de Neil Gemmell ont réduit à néant cette hypothèse-là. Il n'y a pas d'esturgeons dans le Loch Ness. En revanche, ce que les travaux de Neil Gemmell démontrent très clairement, c'est qu'il y a de très nombreux, on savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais la quantité d'ADN relevée dans les échantillons de Gemmell montre que les anguilles sont beaucoup plus nombreuses dans le Loch Ness, les communautés sont plus importantes que ce que l'on croyait. Donc, à partir de là, on peut imaginer une anguille ou plusieurs anguilles de très grande taille qui auraient pu surprendre des pêcheurs, donner naissance à l'idée de ce serpent de mer qui vivrait dans le Loch Ness, ou bien encore 2 ou 3 anguilles qui pourraient nager l'une derrière l'autre, donner une espèce de sillon à la surface de l'eau qui pourrait laisser croire à un animal qui mesure 5 ou 6 mètres. Ça ressemblait à un brontosaure. Oui, c'est ça. Mais, donc, ce que les analyses montrent, c'est qu'il peut y avoir, les communautés d'anguilles ont pu alimenter certaines histoires d'animaux fantastiques dans le Loch Ness. Et le reste, l'imaginaire, la culture a fait le reste. Il faut quand même se le rappeler que les histoires du brontosaure, comme tu dis, dans le Loch Ness, ces histoires-là apparaissent pour la première fois en 1933. Et en 1933, c'est la sortie du film King Kong.
Kong. King Qui Kong, c'est laisse ce que croire j'allais que dire. des monstres préhistoriques pourraient vivre encore aujourd'hui. Ouais. Et il y a une scène dans le King Kong de 1933 où des gens sur un bateau sont poursuivis par une espèce de Effectivement. brontosaure dans l'eau. Ouais, ouais, Donc, ouais. on comprend les premières, parce qu'il y a quelques récits antérieurs dans le Loch Ness, mais jamais on parle d'une espèce de monstre Ouais, préhistorique. ouais, Les ouais, ouais. récits antérieurs, puis ils sont pas très nombreux, hein. Bon, il y a certains qui vont dire, ouais, mais il y a une légende en 564 où un saint local aurait vu un monstre dans la rivière Ness. Il faut pas prendre ça en considération. C'est un récit qui est très imagé, catholique, qui est un peu catéchisé pour faire passer un message religieux. Puis les monstres et les dragons étaient très nombreux dans l'imagerie médiévale pour faire passer des messages religieux. Mais Donc, la Terre était pas, je veux dire, explorée comme aujourd'hui, les non, non, continents, absolument les pas. îles, tu Non. sais, parce Mais que, tu donc, sais, on écoutait des films quand on était jeune, Sinbad, ouais, qui arrivait dans une île, puis il trouvait toutes sortes de une sorte de bébêtes, des monstre, ouais, monstres. effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que les récits antérieurs au Loch Ness, on ne parle pas de monstres préhistoriques. Les récits qui sont antérieurs, qui sont peu nombreux, remontent surtout à la fin du 19e siècle. Encore là, j'insiste, pas nombreux, on en a une demi-douzaine à peu près. Et le récit du saint là, de 564, le saint Adamant, là, Ouais. oubliez ça. Ça, c'est autre chose. C'est pas, on ne doit pas tenir compte de ça dans l'équation. Donc, les récits antérieurs du 19e siècle parlent de remous à la surface du Loch Ness, qui laisse croire à la présence d'un animal de grande taille, mais il n'y a pas de récit qui parle d'un long coup de monstre. Hein. OK. Ces histoires-là apparaissent après, au lendemain de la sortie du film King Kong, King Kong, dans l'imaginaire du public, c'est la Ouais. possibilité que des monstres puissent survivre. Et le coup de grâce est donné en avril 1934, donc ça fait déjà 1 an qu'il y a des récits de monstres dans le Loch Ness, mais en avril 1934, il y a cette fameuse photographie du monstre du Loch Ness que tout le monde a vu, où on voit une espèce de cou Ouais, qui c'est ça. qu'on sait être aujourd'hui un trucage qui a été Ben, fabriqué. soit dit en passant, Christian, on a eu notre propre monstre du Loch Ness, le monstre De lac du lac Magog. Magog, là. Ouais, ben, Ouais, c'est ça, c'est un on a peu. aussi le monstre du lac Poinégamouk aussi, tu sais, que dans le bout de Rimouski, là, Bon, ben, le petit village de Poinégamouk. Bon, on a des histoires comme ça, mais tout ça pour il y a dire des que Bigfoot, hein, apparemment, aussi au Québec. ouais, Hein, ouais, dans les monts Valin, là, dans la région du Saguenay. Mais là où je voulais en venir avec mon histoire, parce que je sais, nos conversations pourraient découler sur plein de trucs, mais là où je voulais en venir avec mon histoire du monstre du Loch Ness, c'est que le rapport de Neil Gamel a été publié, périodique scientifique, on a suivi la démarche, ça a été publié dans un périodique scientifique de biologie avec un comité de lecture. C'est acquis. Comprends? La science est prononcée. Là. Il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness et les récits à propos de monstres du Loch Ness sont probablement alimentés par la présence de fortes colonies d'anguilles dans le Loch Ness. Point barre. Pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, 2024, donc 4 ans après ce rapport de ce scientifique, rapport-là. Ouais. 4 ans après, les gens continuent de croire au monstre du Loch Ness. Il y a encore des gens qui vont au Loch Ness. On comprend qu'il y a une industrie locale. Hein. Parce que je pense que le mystère, puis je pense qu'il y a un groupe de personnes, de gens qui pensent qu'on nous cache des choses. Oui, et c'est ça, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans l'univers du paranormal. Parce que je le vois dans le true crime, je l'ai vu particulièrement avec le dossier de Cédrica Provencher ou d'autres dossiers. Et on dit, on ne sait pas tout, la vérité n'est pas dite. Donc, on Et on nous cache des entretient choses. ça. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans l'univers du paranormal. Je suis pas là pour dire, bon, ceux qui veulent croire, ben, qu'ils croient. Puis si ça leur fait du bien de croire, ben, que bien leur fasse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir si on est visité par des extraterrestres ou s'il y a un monstre dans le Loch Ness. C'est surtout de savoir pourquoi on y croit et pourquoi on continue d'y croire, même Ouais. lorsqu'on arrive, on a déboulonné l'histoire. Il y a une espèce de volonté sociale de continuer à croire à ces histoires-là. Et l'une des disparitions que tu parlais, qui moi, Le triangle des Bermudes, c'en est. c'est ça. Le triangle des Bermudes repose, c'est un peu amusant, ça, parce que le triangle des Bermudes, c'est de nous dire, il y a plus d'avions et de bateaux qui disparaissent dans cette région-là du monde, ce qui est faux. Hein. Il n'y a pas plus de bateaux qui disparaissent là que partout ailleurs dans l'océan. Il y en a plus parce que simplement, c'est une zone qui est beaucoup plus
beaucoup plus circuler. Hein? Donc, on a de plus de chances d'avoir des accidents sur des autoroutes avec le taux de voitures qui circulent sur les autoroutes que dans un petit rang de campagne qui est à peu près désert. C'est un peu la même chose. Il faut quand même se rappeler que la façon de transiter de la marchandise du côté est à ouest des États-Unis ou de l'Amérique, ben, c'est de passer par le canal de Panama. Donc, toute la marchandise qui nous vient d'Europe ou d'Asie, par bateau, par exemple, ben, dépendamment du corridor qu'elle va prendre, ou bien elle va venir de l'Est ou de l'Ouest. Si elle vient de l'Ouest, ben, elle va circuler, elle va passer là, au large de l'Australie et descendre vers l'Amérique. Mais si elle vient de l'autre côté, il y a un seul passage possible, c'est le canal de Panama qui se trouve en Amérique centrale. Donc, tous les navires vont circuler vers cette région-là. Ensuite, c'est une région aussi qui est reconnue pour ses stations balnéaires. Hein. C'est quand même les Antilles, donc il y a un fort flux de circulation, de la circulation nautique qui est ludique. C'est pas magnétique, puis c'est pas parce qu'il y a plus de brouillard. Non, c'est qu'aujourd'hui, on sait, là, parce que les compagnies d'assurance, ça, nous disent, ben, il y a pas plus, on n'a pas plus de réclamations. Au prorata, on n'a pas plus de réclamations d'assurance pour des navires ou des accidents de navires dans cette région-là, partout ailleurs dans le monde. Donc, ça, il faut éliminer ça. Ensuite de ça, ce qui est un peu étonnant, c'est et c'est là qu'elle est ma réflexion. On sait. Bon, il y a là des gens essaient de, tu sais, il y a toujours le documentaire là, que tu attends, là, à un moment donné, Discovery, nouveau documentaire. Ici, le triangle des Bermudes, c'était des gaz qui remontaient à la surface, qui ferait que les bateaux pourraient couler. Non, ça a été démontré en laboratoire que cette hypothèse-là est complètement ridicule. Parce que si le plancher océanique au large de la Floride, là, dès qu'on débarque de la plateforme continentale, le fond de la mer est à 4000 mètres de profondeur, à peu près à l'endroit où se trouve le Titanic. Le Titanic, oui. Et si on avait, par exemple, des poches de gaz qui étaient libérées en du méthane, on sait que il peut y avoir du méthane sous la surface. S'il y avait des poches de méthane qui étaient libérées vers la surface, ben, le temps qu'elle arrive à 4000 mètres là, au-dessus, là, à la surface, le gaz est complètement dissipé. On ferait même pas couler un bouchon de liège. Donc, il faut arrêter avec des absurdités semblables. Si les navires et des bateaux ou des avions disparaissent dans le triangle des Bermudes, il faut faire vraiment du cas par cas et regarder chacun d'entre eux, quelles étaient les conditions de vol, quelles étaient les conditions de navigation. On le sait, on n'a pas besoin d'être un génie pour voir que chaque année, quand arrive le temps des tempêtes tropicales, elles se développent toutes entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, exactement là où se trouve le triangle des Bermudes. C'est une région sur le plan climatique qui est très changeante, qui peut présenter des conditions de navigation extrêmes, très difficiles, autant pour la navigation aérienne que la navigation maritime. Bon, des poches de gaz, tout ça, non. Et généralement, moi, je le sais, pour y être allé, je peux te dire que les gardes-côtes m'avaient fait d'ailleurs une méchante raide dans le triangle des Bermudes. Hein, les autres qui ont dit, le Montréalais, on va lui donner mal au cœur, puis j'ai eu mal au cœur aussi. D'abord, ils m'ont demandé... Le mal de mer? Ouais, c'est le mal de mer. Donc, on embarquait sur le bateau. Mais tu sais, la mer était assez déchaînée, puis je faisais exprès pour frapper. Écoute, à un moment donné, j'étais vert, j'essayais de faire mon entrevue. Mais bon, et eux, ce qu'ils me disaient... Et t'as vert comme les extraterrestres. Ouais, pas vrai. Et je me rappelle, à un moment donné, ils m'ont dit, dans le triangle des Bermudes, il n'y a pas de disparition inexplicable. Il n'y a que des disparitions mal documentées. Et ça fait... C'est quoi, justement, le vol 19? Là? Le vol 19, on est le 5 décembre 1945. On a ici... On a un magnifique bombardier Avenger, un TBM Avenger. Donc, dans le cas du belles collections, tu as une belle collection. Ouais, j'aime ça, ce genre de truc-là. Ouais. Donc, dans le cas des Avengers, c'est d'ailleurs l'histoire qui va donner un peu naissance au triangle des Bermudes, parce que le triangle des Bermudes, il apparaît au début des années 60. Hein? Avant ça, on n'en parle pas. Au début des années 60, il y a un type qui s'appelle Vincent Gaddis, qui travaille dans différents magazines, qui écrit des articles sur l'étrange, l'insolite et le bizarre. Et à un moment donné, au début des années 60, il va regarder, il constate qu'il y a eu à ce moment-là, il y a eu une disparition d'un navire qui s'est fait au large de la Floride. Et là, en fouillant dans les archives, il va trouver quelques disparitions plus ou moins étranges, dont celle de ces fameux, de cet escadron de bombardiers. Et en utilisant ça, il va créer ce terme très
triangle des Bermudes, et à partir de là, ben, évidemment, on va capitaliser autour de ça. Mais cet événement-là de la disparition des bombardiers Avenger, c'est celle qui va un peu lancer cette idée-là. Et l'événement se passe le 5 décembre 1945, et tu vas comprendre que ça, c'est une histoire qui est fascinante pour plusieurs raisons. Sur le plan sociologique, elle l'est aussi beaucoup. Le 5 décembre 45, donc, on a ces 5 groupes de bombardiers Avenger qui décollent de la base de l'aéronavale de Fort Lauderdale. Leur mission cette journée-là, c'est de voler au large. Il y a un petit île qui s'appelle Chicken Shoal. On a laissé une carcasse d'un navire qui est là. Les avions doivent faire une manœuvre de bombardement, remonter un peu vers le nord et revenir à la base. La température au départ de la base de Fort Lauderdale est relativement une température agréable, il fait une vingtaine de degrés, un léger vent, le ciel est relativement dégagé et les appareils décollent tous en début d'après-midi. Mais il faut savoir qu'au large, il y a quand même des vents forts qui soufflent et une tempête qui est en train de se développer. Ce que généralement les amateurs de mystère ont tendance à oublier de nous citer. Ils nous citent la tempête. C'est quoi, un genre d'ouragan? Ouais, c'est ça. Une tempête tropicale qui est en train de se développer. Du temps très maussade. Et donc, on nous donne souvent la température. Les avions décollent, un beau ciel radieux. Ouais, mais c'est pas le ciel radieux à Fort Lauderdale qui m'intéresse, c'est celui au large parce que c'est par là que les avions s'en vont. Ouais. Donc, les appareils font cette manœuvre. Ils vont au-dessus de Chicken Shoal, vont bombarder la carcasse en question. Et il faut se rappeler qu'on est le 5 décembre, on est quelques semaines avant Noël, et les primes pour les vols sont comptées au nombre d'heures de vol. Donc, on a sur nos appareils, il y a 3 passagers par avion. Cette journée-là, il y a un type qui s'appelle Alan Costner, il doit se signer parce qu'il s'est sauvé de la tragédie, parce que Costner, ce matin-là, ne se sentait pas bien. Hein, il y avait un mauvais rhume et il a demandé, comme c'est un simple vol d'entraînement, il a demandé à ses supérieurs d'être dispensé du vol. Donc, les appareils qui auraient dû contenir 15 passagers, 3 passagers par avion, n'en contenaient finalement que 14. Un des appareils n'avait qu'un pilote et un copilote, pas de technicien radio, qui était Alan Costner. Donc, les appareils décollent, 14 passagers, 5 Avenger. Ce sont des appareils très lourds qui ont une feuille de route extraordinaire. Ce sont les avions qui ont gagné littéralement la guerre du Pacifique. Ce sont de très gros avions, très lourds. Donc, on fait cette manœuvre de bombardement et le commandant du vol, contrairement aussi à ce que certains ont écrit, on n'est pas ici avec des pilotes chevronnés. Non, c'est des élèves pilotes. Il y a un pilote chevronné qui est le commandant de l'escadrille, qui s'appelle Charles Taylor. Et Charles Taylor, c'est un pilote de métier. Mais il y a quand même quelques petites tâches à son dossier. À 2 reprises, il s'est écrasé avec son avion. Il a fait quelques mauvaises manœuvres. Donc, et surtout, c'est un nouveau venu à Fort Lauderdale. Donc, lui, il était cantonné dans les Key West, sur une base militaire dans les Key West, et depuis quelques jours à peine, il était arrivé à la base de Fort Lauderdale. Et tu vois que ça a un rôle très important. Donc, on fait cette manœuvre, et après avoir bombardé la carcasse, Taylor demande aux élèves pilotes, on peut retourner immédiatement à la base, mais comme on a 4 heures d'autonomie de vol, ben si on vole 2 heures ou 2 heures et demie de plus, ça va augmenter votre prime de Noël. Êtes-vous intéressé d'avoir plus d'argent à Noël? Ben oui. Que les pilotes ont dit bien sûr que oui. Donc, ils vont exagérer les manœuvres, vont aller un peu plus au nord que prévu, vont revoler un peu plus ensuite vers le sud. Bon, ils vont un peu zigzaguer pour faire du temps de vol. Et à un moment donné, il y a une confusion qui va se produire. Puis c'est des erreurs humaines. Et souvent, on le sait, quand je t'en parle, je sais que tu peux bien saisir la chose. Une catastrophe, c'est rarement un élément. Une catastrophe, c'est une série de dominos qui tombent les uns derrière les autres. Dans le cas du Titanic, une mauvaise décision de trajectoire, le fait qu'on n'a pas tenu compte de tel ou tel avertissement, le fait que cette nuit-là était très particulière, le fait que l'iceberg dépassait pas la ligne d'horizon au loin, donc Phillips n'a pas pu voir. Et on l'a vu même récemment avec le Titan. Oui, c'est ça. Donc, c'est toute une série de dominos. Et dans le cas du vol 19, c'est exactement cette série de dominos qui vont se mettre en place. Donc, on vole, au moment où les appareils volent, depuis plus longtemps que prévu, les vents ont été plus forts qu'on avait imaginé. Et les appareils ont été davantage déportés vers l'ouest. Ils sont donc plus loin dans l'océan Atlantique. Lorsqu'ils font demi-tour pour revenir vers la côte, ils vont passer
passer au-dessus des îles des Bahamas et ensuite de ça, des îles Bimini. Et c'est là que l'erreur va se produire, une erreur catastrophique. Charles Taylor, rappelle-toi, a surtout volé au-dessus des Key West. Et là, voilà qu'il survole les îles Bimini. Et là, il se met en tête que ce qu'il voit en dessous de lui, c'est des petits îlots, un archipel. Quand il regarde sous lui, il se dit ça, c'est les Key West. Il a l'impression de reconnaître les îles en dessous de lui comme étant les Key West. Donc, il communique à la tour de contrôle. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on doit visiblement être perdu parce que j'ai l'impression qu'on survole les Key West. Alors qu'en réalité, il survole les îles Bimini. Mais à partir de là, à partir du moment où il se convainc, lui, qu'il est au-dessus des Key West, quand il regarde son compas, il se dit, mon compas me fausse, puisque mon compas m'indique que je vole vers l'est. Comment puis-je voler vers l'est alors que je survole les Key West? Il préfère faire confiance à son jugement plutôt que de faire confiance à ses appareils. Et ça, c'est une catastrophe. On le voit souvent dans des accidents d'avion où des pilotes ont considéré davantage leur impression plutôt que ce que leur appareil leur disait. Et là, Taylor dit, nos compas il demande à ses coéquipiers en vol, vos compas indiquent quoi, messieurs? Tous les autres pilotes disent, nos compas indiquent qu'on vole vers l'est, chef. Ben, dans ce cas-là, tous nos compas sont déréglés parce que nous volons au sud. Et il y a même un moment donné, quand on regarde la transcription des communications, il y a un jeune pilote, tu comprends, le lieutenant Charles Taylor, c'est ton chef d'escadron. Tu commences pas à remettre en question ses décisions. C'est les militaires. Mais à un moment, la hiérarchie. Voilà, et à un moment donné, il y a quand même un jeune pilote qui dit à Taylor, chef, je pense qu'on vole vers l'est. Hein? Il y en a qui se risquent à le dire, mais Taylor ne prend pas ça en considération. Et à un moment donné, il y a toute une série d'erreurs qui se font, et même la tour de contrôle de Fort Lauderdale disent à Taylor, ils disent, OK, les contrôleurs lui disent, voilà ce qu'on va faire. On sait que là, en ce moment, on émet sur une longueur d'onde, par exemple, de 20 km. On va diminuer notre longueur d'onde progressivement. Puis, à partir du moment où on va commencer à vous perdre, vous allez changer de trajectoire. Et si le son devient plus fort, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Un peu comme une ligne à pêche. On va vous ramener. On dit OK. Donc, on est à 20 km. La communication est bonne. On diminue à 15 km. Le son est toujours bon. On diminue à 10. On commence à le perdre. Là, on dit à Taylor, oublie ce que tu penses. Regarde ton compas et vole dans la direction de ton compas. Donc, vers l'est. Taylor dit OK. Et là, au fur et à mesure où les minutes s'écoulent, la communication devient de plus en plus forte. Ce qui montre bien que Taylor est dans la bonne direction. Il se dirige bel et bien vers la côte. Donc, on se dit, on est sauvé. Ça fonctionne. Et pour une raison qui va toujours demeurer inconnue, à un moment donné, alors que les communications sont bonnes, Taylor dit, je suis sûr que je suis au-dessus des Key West, je change de trajectoire. Il dit, je tourne vers ce qui, selon lui, doit être à droite, donc remonter vers le nord. Mais s'il va en réalité vers le nord, en faisant ce virage-là, ça l'amène malheureusement vers l'Angleterre. Il n'y a aucune possibilité. Et on ne comprend pas pourquoi il prend cette décision-là. Mais il prend la décision de dire, je tourne sur l'aile de droite. Les autres l'ont suivi? Et les autres l'ont suivi. Ah Parce que l'idée, c'est de garder les 5 avions entre un escadron de 5 appareils. L'idée, c'est de les garder ensemble parce qu'éventuellement, s'il y a un amérissage, ils ont plus de chances de survivre en demeurant entre eux. Et comme les appareils sont conçus pour demeurer à flot pendant 90 secondes, les pilotes pourraient évacuer l'appareil sur des radeaux puis attendre qu'on vienne les chercher. Donc, c'est ça l'idée de voler ensemble. Donc, ils ont probablement volé en se dirigeant vers l'Angleterre, donc en remontant vers la côte. On peut imaginer, par exemple... Mais là, ils ont probablement manqué de fuel. Donc, ils se sont posés sur l'eau. Mais rappelle-toi, il y a une tempête qui commence à se former au large. C'est ça. La dernière communication, la loi militaire dit on doit tenir compte de la dernière position du pilote. La dernière position du pilote, c'est les Key West. Donc, les premières équipes de recherche vont se diriger vers les Key West. Même si les gens de la tour de contrôle de Fort Lauderdale sont persuadés que le pilote n'était pas, que l'escadrille n'était pas au-dessus des Key West, c'est la loi militaire. La loi militaire dit les Key West,
on va se diriger vers les Key West. Donc, les premières recherches sont faites au Key West. On ne trouve strictement rien durant les premières 24 ou 48 heures. Bon, le soir même, on a envoyé un Martin Mariner, mais qui a explosé en vol. On a d'ailleurs retrouvé l'appareil il y a quelques années. On a retrouvé les débris de l'appareil. Puis il faut dire que les Martin Mariner, il ne faut pas associer ça à quelque chose de mystérieux. Hein. Dans le milieu militaire, ces appareils étaient surnommés les bombes volantes, les réservoirs de carburant volants. Il y avait de tels fumes de carburant dans l'avion qu'une étincelle ou une allumette faisait que l'avion pouvait exploser. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Vers à peu près 19h30, des gens au large de Miami, des pêcheurs qui étaient au large de Miami, ont entendu une déflagration dans le ciel, puis ont vu une boule de feu qui tombait en mer. Ça, c'était visiblement le Martin Mariner qui venait d'exploser. Donc, à partir du moment où on commence les recherches, on va surtout se concentrer vers les Key West pendant 24 ou 48 heures. Et là, peu à peu, comme on ne trouve rien, on va aller vers de nouvelles hypothèses. Et les nouvelles hypothèses, celles notamment développées par les militaires de la base de Fort Lauderdale, c'est que les types volaient bel et bien vers l'est. Et quand que Taylor a décidé de tourner, ben, il a tourné vers le nord, donc se dirigeant, donc il s'est perdu quelque part entre la Floride et l'Angleterre. Et si on regarde la capacité du carburant, l'appareil s'est probablement écrasé quelque part au large de la Virginie, à peu près. Donc, à ce moment-là, il y a déjà 48 heures de passé. Il y a une tempête qui s'est développée au large. Donc, si les types étaient sur des petits radeaux, ils ont été amenés au loin, les radeaux ont coulé, ou peu importe, les chances se retrouvent. Quelle histoire! Quelle histoire! Et donc, aujourd'hui, quand on a accès aux archives de l'aviation militaire, parce qu'il y a un rapport qui a été fait, moi-même, j'ai eu accès à ça, j'en ai mis plusieurs pages à un moment donné sur Internet. Je suis allé là-bas, on me donnait accès à tous les documents du vol 19. Incroyable. Quand on lit les rapports de ça, il n'y en a pas de mystère. Je veux dire, il ne faut pas se casser le bicycle. Là. Je veux dire, c'est une erreur de pilotage. Ces appareils-là n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont jamais été retrouvés, mais ils sont quelque part à 4000 mètres de profondeur. Il y en a 5, c'est ça? 5. Qui ont probablement coulé tous en même temps. Donc, le jour où on va en trouver un, on va trouver les autres, hein, probablement. C'est ça. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on a un rapport de ça. Les militaires, si on parle avec des militaires, il n'y a pas de mystère autour de la disparition du vol 19. C'est une erreur de pilotage. Ils ont tourné au nord, puis merci, bonsoir. Et de voir que malgré ça, toutes les 2 ou 3 ans, il y a toujours une espèce d'émission, le mystère du triangle des Bermudes. Allons-nous résoudre le mystère du vol? Ils ont disparu dans le triangle des Bermudes. Oui, puis là, c'est ça devient. Va-t-on trouver une explication à la disparition du vol 19? Hey, Gorlot, l'explication, on l'a depuis 50 ans. Taylor a tourné, puis après une mauvaise direction. Merci, bonsoir. Mais on aime ça. Et je sais qu'on fait cette émission-là ensemble. Je dis ça. Il y aura toujours un nombre de gens qui vont refuser cette explication-là parce qu'on veut croire au fantastique. Mais même si je te dis ça, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on va avoir c'est une espèce d'oubli collectif. On va oublier ça. Entretenir le mystère. Puis on va être parti sur une nouvelle lancée. À nouveau, on ressort ça de la poussière. On nous cache des choses. On nous cache des choses. À nouveau, le mystère du vol 19, le triangle des Bermudes. C'est un peu troublant, mais ça me fascine de voir cette façon qu'on ouvre les choses, on réinvente des histoires et pour les réinventer, on se trouve le moyen de les justifier en disant il y a un complot, on nous cache de l'information. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme toi. Un milieu. Un nouvel éclairage là-dessus. Là, c'est un milieu qui est fascinant. Moi, j'en parle. Écoute, je vois l'heure. Ça fait 1h22 qu'on parle ensemble. Ça paraît. J'ai l'impression que j'ai parlé 20 minutes avec toi. Ouais. Ce sont des sujets qui sont fascinants. Moi, écoute, j'en parle avec... mon cœur palpite à toutes les fois que j'en parle. Avec passion. Je suis fasciné de ces sujets-là. Ça me fascine l'histoire de ces sujets-là et comment ils sont véhiculés dans la culture. Écoute, cette semaine, mercredi, j'ai fait ma chronique habituelle au 98.5, Mythes et complots. Et là, il était question d'un truc sur les ovnis au Canada. Et les gens en studio, les animateurs, prenaient le courriel des gens. Et j'ai eu une des questions les plus stupides qui m'a été posée, mais écoute, je ne l'ai pas dit en ondes, mais il y a une femme qui écrit, puis elle dit « Comment M. Page peut-il prétendre être un spécialiste du paranormal, lui qui ne croit à rien de tout ça? » J'ai pas répondu, mais ça m'a tenté en tabarnouche de dire « Gare, on peut-tu s'intéresser à la mythologie sans croire à la Gorgone et au voilà, Minotaure?
exactement. S'intéresser à la mythologie sans Parce nécessairement... que pour être un journaliste comme toi, il faut que tu crois à tout. Ouais, c'est ça, c'est comme si Il n'y a c'était aucune remise en fondamental question. de croire à ça. Non, non, moi, je m'intéresse aux reliques religieuses, même si je suis athée. Je m'intéresse à ces Absolument. histoires-là parce que Absolument. je ne crois pas qu'il y ait eu une arche d'alliance. Je ne crois pas que Noé s'est perdu sur le mont Ararat, mais pourtant, j'y suis allé parce que le sujet me fascine. De Ben voir oui, toute je la te comprends culture qui tellement. Je te autour de ça. comprends C'est un tellement. peu comme la mythologie. Moi, je comprends les gens, tu sais, je te le dis tout de suite, je sais que ça va peut-être péter ta balloune, mais le roi Arthur, là, tel qu'on l'imagine, avec son épée Excalibur, il n'a jamais existé. Hein. Mais mais c'est une histoire qui fait partie d'une mythologie celtique où on a comme la quête du Graal, c'était la quête d'un chaudron, puis on a transformé. C'est fascinant, ça. Mais tu sais, Christian, je suis un peu comme toi. Je suis un peu comme toi. Moi aussi, là, tu le vois, là, je suis fasciné par ces choses-là. Mais j'aime ça y aller justement avec une approche plus rationnelle. scientifique, Ouais, c'est ça. scientifique qui va être, tu sais, qui va aller chercher ces informations-là, ces détails, un peu comme tu fais. C'est pour ça que j'aime ça partager ça. Parce que quand cette dame-là m'a posé la question, écoute, là, j'étais à la radio, là, mais je me suis dit, bon, là, je dis-tu que c'est la question la plus stupide qui m'a jamais été posée. Fait que là, j'ai simplement réagi en disant, bon, vous savez qu'il y a quand même un 5% dans tout ce qu'on rapporte de phénomènes étranges, il y a un 5% qui résiste aux explications. Là. Fait que, bon. Mais on est toujours là-dedans, hein, c'est toujours le pour, le contre. Ben, ouais, je veux dire, dans les deux extrêmes, tu crois, si tu es avec nous, tu ouais, crois. c'est ça. J'ai trouvé ça plate un peu, cette question-là, comme si c'était nécessaire de religieux, croire. là. C'est religieux, ouais, tu as tout à fait raison. J'avais ce sentiment-là. Tu sais. Non, tu peux t'intéresser à ces sujets-là, mais si tu crois pas, tu peux t'intéresser aux religions du monde sans être musulman, sans être chrétien. Tu peux t'intéresser à ce sujet-là. Il y a une histoire derrière les religions. Là. Tu sais, c'est pas. Ben oui, ce sont des récits, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, ce sont des récits fondateurs. Hein. Ben, l'Arche de Noé, c'est fascinant. Oui, l'Arche d'Alliance, hein, cette boîte dorée que Moïse transportait les 10 commandements avec une puissance, là, qu'on l'a même récupéré dans Indiana Jones. Ouais. Ce sont des histoires qui sont fascinantes. Tu n'es pas obligé de croire que ce soit vrai. C'est la culture autour de ces histoires-là, comment elles sont récupérées. Oui, bien, tu sais, d'amener les investigations, de décortiquer tout ça comme tu fais, là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je me cache pas, je suis un athée convaincu, mais je trouve fascinant qu'un récit comme la Bible, qui est un récit fondateur du monde occidental, hein, sans la Bible a donné, le religieux chrétien a donné les plus beaux chefs-d'œuvre artistiques, les plus beaux chefs-d'œuvre musicaux du Moyen-Âge et de la Renaissance. Hein. Le monde occidental s'est développé à l'ombre du christianisme. Hein. C'est toute la culture occidentale. Absolument. Ce sont des récits qui sont fondateurs et moi, ça me fascine de voir comment ces récits-là ont été, comment ils apparaissent. C'est l'histoire. Comment ces récits-là commencent à être écrits là, aux alentours de l'an 60, comment on arrive avec une version finale après le concile de Nicée en 325. Il y a une histoire. Et c'est l'histoire qui m'intéresse. Le contenu, si toi tu lis ça, puis ça te fait du bien, ben que bien te fasse, tu sais, je veux dire. Mais moi, c'est l'histoire. Tu sais, les gens disent un spécialiste du paranormal. Je préférerais me définir comme un historien du paranormal. Tu sais, je prends pas position pour. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai une connaissance, je peux dire qui, quand, comment, où, comment. Ça, je le sais. Et ça me fascine de voir comment tout ça s'est mis en marche. Puis, mais bon, bref, on a parlé des. On a parlé des disparitions d'avions, mais tu auras bien compris qu'on aurait pu faire une émission d'1 heure sur tellement. Ben, écoute, on peut se faire une deuxième partie, Christian. Ben, absolument, parce que je voulais te parler de ma disparition favorite. L'avion d'Amelia Earhart. C'est sûr. 1930. La prochaine? Oui, ça, c'est la prochaine? Oui, c'est une disparition qui me fascine et elle est d'actualité parce qu'au moment où on se parle, en 2024, on sait qu'il y a une équipe en ce moment qui fait route. Dr. Ballard. Oui, au large de l'île Howland, ils vont descendre une caméra parce que l'an dernier, cette équipe ont capté un écho sonore, magnétomètre. Cet écho, alors, si on avait une image, je pourrais la montrer, mais l'écho ressemble étrangement à l'image d'un Lockheed Electra, hein, avec ces deux ailes. Je vais essayer de la trouver. Je vais la trouver. Donc, si tu la trouves, c'est facile à trouver, là. Amelia Earhart, écho sonore. C'est vrai que l'écho ressemble étrangement à l'avion d'Amelia Earhart. Et moi, et là,
On sait, été 2024, ils font route, ils vont descendre des caméras pour aller essayer de filmer l'épave pour déterminer si c'est bel et bien l'épave de l'avion d'Amelia Earhart, qui est disparu en 1937 dans des conditions assez particulières, Oui, dont on c'est va vrai. fêter, hein, c'était le 2 juillet 1937, donc dans quelques jours, ça va être la date anniversaire de cette disparition, considérée comme l'une des plus, qui a été jusqu'à la disparition du MH370, c'était considéré le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Mais ça, écoute, on s'en reparle la prochaine fois. Ben écoute, je ne veux pas abuser de ton temps, Christian. Puis là, écoute, là, tu viens de me donner plein d'énergie. Vraiment, là, on se garde du stock. Ça me fascine. Ça me fascine, moi aussi. Écoute, je suis heureux de t'avoir dans mon club parce que c'est souvent. Moi, je te dirais que l'une des choses, merci d'être là, Stéphane, parce que l'une des choses qui me manque le plus, moi, là, comme individu, c'est des échanges constructifs, intelligents. Tellement. Depuis le milieu des années 90, quand j'ai quitté l'univers associatif des ovnis, j'ai quitté ça, j'avais envie de vomir. C'était vraiment des insultes, les croyants contre les pas-croyants. Ce débat-là ne m'intéressait pas. Moi, je voulais savoir. Et peu à peu, avec le temps, j'ai perdu ces contacts. Je comprends ce que tu veux dire. Et j'aime parler de ces sujets-là. Moi, tu sais, si on pouvait. Il y a des espèces de clics qui se forment. Moi, je rêverais, là, une fois par mois, on se fait un gros souper, on invite plein de monde, là, puis on parle, on échange autour de ça. On se rejoint tous dans un Saint-Hubert, là, puis on passe 2 heures à parler de ça, dans le respect. Hein, c'est quoi, quelle hypothèse on échange, puis qu'est-ce que. Et ça n'existe pas. C'est hyper constructif, là. Oui, on n'a plus ça. Moi, il y a des choses, hein, des choses que j'ai crues. Puis à des moments donnés, j'ai rencontré des gens, ils m'ont parlé, notamment quand j'ai fait mes séries documentaires pour Canal D. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné de l'information, qui fait que je suis complètement parti dans une autre trajectoire. Et voilà. C'est parce que j'ai eu cette information-là, je ne l'avais pas avant. Puis des fois, on dit des bêtises. Je me toujours me rappeler la première, quand j'ai dit à un moment donné un archéologue, on était en Israël, le dôme du rocher, quand on regarde une photo de Jérusalem, la première image qu'on voit, c'est toujours cette mosquée au centre de la vieille ville de Jérusalem avec son dôme doré, qu'on appelle le dôme du rocher. Puis là, à un moment donné, je parlais avec un archéologue, puis je dis, on pense que l'arche d'alliance pourrait être cachée dans des cavernes, dans des souterrains, sous la mosquée. Et moi, je lance comme ça à l'archéologue, puis on a qu'à aller creuser. Et là, pendant une seconde, tu aurais dû voir dans son regard, il y avait un questionnement. Et ce questionnement, c'était, est-ce que ce type-là me pose réellement cette question? Ou est-ce que cet individu-là est-il assez imbécile pour poser la question en question? Parce qu'effectivement, tu comprends que le dôme du rocher, c'est l'un des lieux les plus importants dans l'islam. Donc, tu peux pas arriver avec un pic d'une pioche puis creuser sous le dôme du rocher. Mais tu vois, à partir du moment où tu as des informations, c'est ça la qualité de prendre de l'information, de s'habiller avec et d'essayer. Oui, toi, Christian, tu gardes l'esprit ouvert. Tu n'es pas arrêté, là. Tu dis, regarde, amène-moi des preuves, je suis prêt à la discussion. Toujours. C'est ça qui m'intéresse. Quand c'est constructif, puis pourquoi pas? On apprend toujours. Si je n'ai pas la preuve, je ne peux pas me prononcer sur la valeur de la preuve. Exactement. Je te laisse aller, mon beau Christian. Vas-y. J'allais simplement dire, il faut toujours se rappeler aussi que quand on fait cette recherche-là, il faut toujours se rappeler qu'il y a des règles à suivre. Tu peux pas, comme je pourrais pas arriver puis dire prouve-moi que ce n'est pas vrai. Ça, souvent on entend ça, c'est l'inversion de la preuve. Hein, dire prouve-moi qu'on n'est pas visité par des extraterrestres. Je n'ai pas à prouver ça. C'est à toi de me prouver qu'on est visité par des extraterrestres. Sinon, si on inverse la preuve, il n'y a rien que tu peux faire. Je pourrais même pas te demander à toi, Stéphane, de dire prouve-moi que le Père Noël n'existe pas. Même si tu fais le tour du monde puis tu me dis j'ai jamais trouvé sa maison au Père Noël, simplement te répondre c'est parce que tu ne l'as pas trouvé, c'est tout. Tu comprends-tu? Alors que ce serait bien plus simple pour toi de me prouver, de dire, je te l'amène. Puis, il faut respecter des règles de la pensée, de la logique. Et à partir de là, faisons une recherche qui est qualitative, instructive et constructive aussi. Tout à fait. Écoute, un bel après-midi. Vraiment. Ça me fait plaisir. Je t'envoie plein d'énergie supplémentaire, mon beau Christian. Puis écoute, j'ai bien hâte de te reparler puis d'échanger là-dessus. Là, c'est vraiment. Écoute, je veux faire d'autres projets avec toi. Là. Je te le dis, là, je veux faire d'autres projets. Allons-y dans ce sens-là, puis espérons que les gens vont apprécier cette 1 heure et demie qu'on a passée ensemble pour parler de disparition. Ça passe vite. C'est incroyable.
Bon, Ça ben, marche, on Stéphane. remet ça, mon cher Christian. Bon après-midi, bon week-end. Toi À aussi. bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bye.